Je veux acheter le magasin. Le gérant rit et m'est choqué de voir le solde. Sophie Miller avait seulement 7 ans quand elle est entrée d'un pas déterminé dans le bureau du directeur général d'une chaîne de magasins dans sa petite ville près de Harbor Springs. Ses vêtements simples et ses cheveux en désordre contrastaient avec l'environnement élégant, mais ses yeux brillaient d'une détermination que peu d'adultes possédaient. C'est alors qu'elle s'est approchée du bureau en acajou et a dit d'une voix ferme à Michael Vance, le gérant de 50 ans qui la regardait avec étonnement, « Je veux acheter le magasin au coin de la rue Magnolia. » L'homme au costume coûteux a éclaté de rire, appelant ses assistants à témoigner de cette comédie. Mais Sophie, impassible face au rire qui résonnait dans la pièce, a posé une carte bancaire sur le bureau poli et a répété avec encore plus de fermeté, « Je suis sérieuse, monsieur. Je veux acheter ce magasin. » Michael a essuyé les larmes d'avoir tant ri et a décidé de se prêter au jeu de la situation. Après tout, quel mal pourrait-il y avoir à vérifier la carte d'un enfant? Ses employés riaient encore doucement quand il a passé la carte dans le système, s'attendant à voir un compte vide ou une erreur. Son expression a changé drastiquement quand les chiffres sont apparus à l'écran. 8, 643 pas 215. Le silence est tombé sur la pièce. Michael a vérifié le solde une deuxième fois, puis une troisième, incapable de croire ce qu'il voyait. L'assistant a arrêté de rire et s'est approché de l'écran, les bouches béantes. Une fille de 7 ans avait plus d'argent que beaucoup de propriétaires d'entreprises de la région. « Comment avez-vous obtenu autant d'argent? » a demandé Michael, toujours incrédule. Sophie a pris une profonde inspiration et a raconté son histoire. Elle avait hérité cette fortune de son grand-oncle Arthur, un homme reclus de 82 ans qui vivait seul à la périphérie de la ville. Tandis que toute la famille le considérait comme un vieil homme grincheux sans avenir, Sophie lui rendait visite tous les dimanches, apportant des dessins qu'elle faisait à l'école et écoutant ses histoires sur les fois où il avait travaillé dans les mines de sel locales. Tout le monde disait que je perdais mon temps avec grand-père Arthur, a expliqué Sophie, sa voix encore enfantine, mais remplie d'émotion. Mais il était mon ami. Il m'a appris des choses sur les plantes, sur comment prendre soin des petits animaux blessés, sur comment être une bonne personne. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne savais même pas qu'il avait de l'argent. Michael a écouté, fasciné, tandis que la fille révélait qu'Arthur avait travaillé dans les mines de sel pendant 60 ans, économisant chaque sou qu'il gagnait. Il vivait simplement, cultivant sa propre nourriture et dépensant rarement de l'argent pour tout ce qui n'était pas essentiel. Quand il est décédé le mois précédent, il a laissé toute sa fortune à la seule personne qui lui rendait visite par amour véritable, pas par intérêt. « Ma tante Deborah est furieuse, » a continué Sophie, baissant sa voix. « Elle dit que je suis trop jeune pour gérer autant d'argent et veut qu'un juge annule le testament. Mais grand-père Arthur m'a laissé une lettre expliquant tout. Il a dit que j'étais spécial parce que je voyais les cœurs des gens, pas ce qu'ils avaient dans leurs poches. » L'histoire a touché Michael d'une manière inattendue. Lui-même avait grandi dans une famille pauvre et connaissait la valeur d'être reconnu pour qui nous sommes vraiment, pas pour ce que nous possédons. Mais sa curiosité pour le magasin spécifique grandissait de minute en minute. « Pourquoi exactement voulez-vous acheter ce magasin, Sophie? » a-t-il demandé, maintenant avec un respect sincère dans sa voix. Les yeux de la fille se sont remplis de larmes. C'est là que ma grand-mère Martha a travaillé. Elle a passé 30 ans de sa vie dans ce magasin, arrivant tôt, partant tard, toujours polie avec tout le monde. Le propriétaire a toujours promis qu'il la promouvrait au poste de gérante, mais il ne l'a jamais fait. Grand-mère rêvait d'avoir son propre magasin un jour, mais elle n'a jamais réussi à économiser assez d'argent. Michael a ressenti une oppression dans sa poitrine. Je connaissais bien ce magasin et son propriétaire, Gerald Harrison, un homme d'affaires connu en ville pour être avide et exploiter ses employés. Martha avait été l'une de ses employées les plus dévouées, mais Gerald la maintenait toujours dans la même position de base, la payant le moins possible. Grand-mère est décédée l'année dernière, a continué Sophie,
les larmes coulant maintenant librement. Le dernier jour où nous avons parlé, elle m'a dit que son plus grand rêve était de transformer ce magasin en un endroit où les gens se sentiraient bienvenus, où les personnes âgées pourraient vendre leurs objets artisanaux, où les enfants pourraient jouer pendant que leurs parents faisaient leurs courses. Je veux réaliser son rêve. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui débutons. Maintenant, continuant, Michael est resté silencieux pendant quelques minutes, traitant tout ce qu'il avait entendu. Son équipe regardait toujours sous le choc, mais il avait déjà pris une décision. Il s'est levé de sa chaise et a tendu sa main à Sophie. « Je vais vous aider à acheter ce magasin », a-t-il dit fermement. « Mais je dois vous avertir, ce ne sera pas facile. Gerald Harrison n'est pas une personne facile à traiter, et sa famille pourrait essayer de nous arrêter de diverses manières. » Les yeux de Sophie ont brillé d'espoir. « Vous allez vraiment m'aider. Oui, je le ferai. Mais d'abord, abordons la question avec votre famille. Vous avez dit que votre tante voulait annuler le testament. » Sophie a hoché la tête tristement. Tante Deborah a engagé un avocat. Elle dit, grand-père Arthur n'était pas dans son bon esprit quand il a fait le testament, qu'il a été trompé ou quelque chose. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Il allait bien jusqu'à la toute fin. Michael connaissait Deborah Miller de vue. C'était une femme ambitieuse qui travaillait dans une agence immobilière locale et avait toujours été connue pour mettre l'argent au-dessus des sentiments familiaux. La situation de Sophie était plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé initialement. « Avez-vous d'autres proches qui peuvent vous soutenir ?» a demandé Michael. « Mon papa travaille dans une ville voisine et ne rentre à la maison que les week-ends. Ma maman, elle est un peu d'accord avec tante Deborah. Elle dit que je suis trop jeune et que l'argent devrait rester avec les adultes de la famille jusqu'à mes 18 ans. Mais je sais que si cela arrive, ils le dépenseront tout et rien ne restera pour réaliser le rêve de grand-mère. » La situation était encore plus délicate que Michael ne l'avait imaginé. Une fille de 7 ans, même avec un héritage d'1 million de dollars, était pratiquement seule contre toute une famille qui voulait contrôler son argent. « Sophie, vous avez besoin d'un avocat pour vous défendre. En connaissez-vous un? » La fille a secoué sa tête. « Tante Deborah ne me laissera parler à aucun avocat. Elle dit que c'est une affaire d'adulte et que je dois lui faire confiance. » Michael a senti la colère monter en lui. Deborah manipulait clairement la situation à son propre avantage, laissant une enfant orpheline sans protection légale adéquate. Je connais une très bonne avocate qui a pris sa retraite l'année dernière, le Dr. Elalana Sterling. Elle était une cliente du magasin de votre grand-mère et avait toujours eu une affection particulière pour Madame Martha. Je suis sûr qu'elle voudra vous aider. L'espoir est revenu sur le visage de Sophie, Madame Elalana. Grand-mère a toujours parlé en bien d'elle. Elle a dit qu'elle était l'une des rares personnes riches qui traitait tout le monde avec respect. Exactement. Je l'appellerai aujourd'hui, mais d'abord je dois en savoir plus sur ce testament. Avez-vous une copie? Sophie a ouvert son sac à dos d'école usé et a sorti une enveloppe jaunie. Tante Deborah ne sait pas que j'ai ça. Grand-père Arthur me l'a donné avant qu'il ne décède. Il a dit que c'était très important et que je ne devais le montrer qu'à quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Michael a pris l'enveloppe avec un soin révérencieux. À l'intérieur se trouvait un testament manuscrit en écriture ferme et claire, ainsi qu'une lettre adressée spécifiquement à Sophie. Il a tout lu en silence, son expression devenant plus sérieuse à chaque ligne. Le testament était impeccable en termes légaux, rendant clair qu'Arthur était en pleine possession de ses facultés mentales. La lettre pour Sophie était encore plus touchante, expliquant exactement pourquoi il avait choisi de tout lui laisser. « Ma chère Sophie, Michael a lu à voix haute, avec la permission de la fille. Tu as été la seule personne qui m'a rendu visite par amour véritable. Dans les dernières années de ma vie, tu as été ma seule joie. J'ai vu en toi la gentillesse de ta grand-mère Martha et la détermination nécessaire pour faire une différence dans le monde. Cet argent n'est pas seulement mon cadeau pour toi. C'est ma confiance que tu l'utiliseras pour aider d'autres personnes.
Tout comme tu m'as aidé à ne pas mourir seul et oublié. Les larmes coulaient sur le visage de Sophie alors qu'elle entendait les mots de son grand-oncle. Même les assistants de Michael étaient visiblement émus. Il y a une chose de plus, a continué Michael, lisant la lettre. Arthur a laissé des instructions spécifiques sur la façon dont l'argent devrait être géré jusqu'à vos 18 ans. Il ne voulait pas qu'il tombe entre les mains de la famille, mais plutôt qu'il soit sous la supervision d'un fonds géré par des personnes en qui Sophie elle-même a confiance. Cette révélation a complètement changé la situation légale. Deborah n'aurait pas de droit automatique à la tutelle financière de la fille si le testateur lui-même avait spécifié d'autres conditions. Cela signifie que tante Deborah ne peut pas prendre mon argent? A demandé Sophie, l'espoir dans sa voix. Cela signifie qu'elle devra se battre beaucoup plus fort pour l'obtenir. Et avec le docteur Elelana Sterling vous défendant, ses chances sont très minces, a répondu Michael avec un sourire encourageant. À ce moment, la secrétaire de Michael est entrée dans la pièce avec une expression inquiète. Monsieur avance. Il y a une femme ici qui veut parler d'urgence d'une fille qui serait dans ce bureau. Elle dit qu'elle est sa tante et que la fille s'est enfuie de la maison. Michael et Sophie ont échangé des regards significatifs. Deborah avait découvert où elle était. Faites-la entrer, a dit Michael. Mais appelez aussi la sécurité. Veuillez enregistrer toute la conversation. Deborah Miller est entrée dans la pièce comme un ouragan. C'était une femme de 45 ans, bien habillée, mais avec une expression dure sur son visage. Ses yeux ont immédiatement cherché Sophie. Sophie Miller, vous m'avez fait une frayeur qui pourrait arrêter un cœur. Comment osez-vous quitter la maison sans permission et venir ici déranger ces messieurs? A crié Deborah, ignorant complètement Michael et son personnel. Tante Deborah, je voulais juste vous ne vouliez rien. Vous êtes une enfant qui ne comprend rien à la vie. Excusez-vous auprès du monsieur et partons tout de suite. Michael s'est levé calmement de sa chaise. Vous êtes Deborah Miller, je présume? Oui, je suis. Et je veux m'excuser pour les désagréments causés par ma nièce. Elle est très imaginative et invente parfois des histoires. Ce n'était aucun désagrément du tout, a interrompu Michael poliment. En fait, Sophie est venue ici pour traiter des questions financières très sérieuses et légitimes. Deborah a ri amèrement. Questions financières? Monsieur, elle a 7 ans. Quelles questions financières un enfant pourrait-il bien avoir? Michael a pris le relevé de compte bancaire et l'a montré à Deborah, qui est devenue pâle en voyant le montant. Ces questions financières, Madame Miller. Le silence qui a suivi était gênant. Deborah a regardé l'écran, puis Sophie, puis de nouveau l'écran, essayant de traiter l'information. Sama. Ce n'est pas possible. Comment a-t-elle eu accès au compte d'Arthur? Parce que le compte est le sien, a répondu Michael fermement. Sophie a légitimement hérité cet argent par le testament de M. Arthur Miller. Un testament que, si je comprends bien, vous essayez de contester. Deborah s'est rapidement ressaisie, son expression passant à une colère à peine contenue. Ce testament est une aberration légale. Arthur était sénile. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Une enfant de 7 ans ne peut pas gérer ce genre de montant. Le testament a été rédigé sous la supervision d'un notaire et de 2 témoins, a répondu Michael calmement. Et il contient des instructions spécifiques sur la façon dont l'argent doit être géré jusqu'à la majorité de Sophie. Cela n'a pas d'importance. Je suis sa tutrice légale pendant que ses parents travaillent. Toute affaire nécessite mon autorisation. Sophie, qui avait été silencieuse jusqu'à ce moment, s'est levée de sa chaise. Tante Deborah, grand-père Arthur, ait laissé tout ça parce qu'il savait que j'utiliserais l'argent pour faire le bien. Il connaissait mon cœur. Ne me donnez pas ces bêtises romantiques, Sophie. L'argent n'est pas un jouet d'enfant. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie de gérer une somme comme celle-là. Oui, je sais, a répondu Sophie, avec une fermeté qui a impressionné tout le monde dans la pièce. Je sais que cela signifie responsabilité. Je sais que cela signifie pouvoir aider les gens dans le besoin. Je sais que cela signifie réaliser des rêves que d'autres personnes n'ont jamais pu. Deborah était furieuse.
Assez, Sophie. Nous partons tout de suite, et vous, elle a pointé Michael. J'espère que vous n'avez pas nourri les fantasmes de cet enfant. Tout contrat ou affaire fait sans mon autorisation sera annulé en justice. Madame Miller, a dit Michael d'une voix ferme mais polie. Je vous suggère de consulter un avocat pour étudier le testament attentivement avant de faire des menaces. Les instructions sont très claires concernant la gestion de l'héritage. Deborah a quitté la pièce, tirant Sophie par le bras. Mais avant de partir, la fille a réussi à chuchoter à Michael, « S'il vous plaît, n'abandonnez pas de m'aider. Je reviendrai dès que je pourrai. » Michael est resté dans la pièce avec ses employés, tous traitant encore ce qu'ils avaient été témoins. La situation était plus compliquée que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais négociée, mais quelque chose dans le regard déterminé de Sophie l'avait profondément touché. « Monsieur Vance, » sa secrétaire a dit, « Que allons-nous faire? Premièrement, j'appellerai le docteur L.L. Lanena. Ensuite, je passerai par le magasin de Gerald Harrison pour tâter le terrain. Cette fille mérite toute l'aide que nous pouvons offrir. » Ce même après-midi, Michael a conduit jusqu'au magasin de la rue Manolia. C'était un établissement de taille moyenne vendant divers produits, de la nourriture aux articles ménagers. L'endroit était visiblement négligé avec des étagères désorganisées et une atmosphère qui n'invitait pas les clients à rester. Gerald Harrison était derrière le comptoir, un homme gros de 58 ans avec une expression perpétuellement grincheuse. Michael le connaissait de vue, mais n'avait jamais eu d'affaires directes avec lui. « Bon après-midi, Gerald. Comment vont les affaires? » Gerald a regardé Michael avec méfiance. « Que veut le gérant de la banque ici? »« Je ne vous dois rien. Détendez-vous. Je ne suis pas ici pour collecter. En fait, je suis venu avec une proposition qui pourrait vous intéresser. Quel genre de proposition? » Michael a regardé autour du magasin, notant le manque de clients et l'état général de négligence. J'ai entendu dire que vous pensiez à vendre cet endroit. Qui a dit ça? Personne ne l'a dit directement. Mais un établissement qui n'a pas vu d'investissement depuis des années indique généralement un propriétaire qui envisage d'autres options. Gerald est resté silencieux un instant, puis a soupiré. Et si j'étais intéressé par la vente, quelle serait la proposition? J'ai un client intéressé à acheter à la valeur marchande en espèces sans financement compliqué. Les yeux de Gerald se sont illuminés d'intérêt. Combien exactement? J'aurais besoin d'une évaluation officielle, mais je dirais quelque chose autour de 200 000 $ compte tenu de l'état actuel de la propriété et de l'entreprise. 200 000? Gerald a semblé offensé. Cet endroit vaut au moins 350. Michael a ri intérieurement. Le magasin valait à peine les 200 000 qu'il avait mentionnés, mais Gerald avait toujours eu une perception déformée de la valeur de ses actifs. Comme je l'ai dit, j'aurais besoin d'une évaluation. Mais mon client est prêt à payer un prix équitable tant que la négociation est rapide et simple. Qui est ce client mystérieux? Pour l'instant, je préférerais ne pas révéler cela. Premièrement, je dois savoir si vous avez un intérêt sincère à vendre. Gerald a réfléchi quelques minutes. La vérité était que le magasin perdait de l'argent depuis plus de 2 ans, mais sa fierté l'empêchait d'admettre l'échec. Je considérerais une offre de 300 000 en espèces, a-t-il finalement dit. Je parlerai à mon client et verrai ce qu'il en pense. Mais Gerald, puis-je poser une question personnelle? Cela dépend de la question. Vous souvenez-vous de Martha Miller, qui a travaillé ici pendant 30 ans? L'expression de Gerald a changé immédiatement. Pourquoi demandez-vous à propos de Martha? Juste de la curiosité. J'ai entendu dire qu'elle était une employée très dévouée. Elle travaillait bien, ne causait jamais de problème. Pourquoi? Michael a remarqué que Gerald était mal à l'aise avec le sujet. Comme je l'ai dit, curiosité. Eh bien, je parlerai avec mon client du prix et je vous recontacterai dans quelques jours. En quittant le magasin, Michael a eu une impression encore pire de Gerald qu'avant. L'homme ne se souciait clairement pas de l'héritage de Martha ou d'aucune sorte de considération humaine pour les employés qu'il avait exploités au fil des ans. Cette nuit-là, Michael a appelé le Dr. Eleanor Sterling.
L'avocate retraitée de 68 ans a répondu au téléphone avec sa voix toujours polie. Michael, quelle surprise. Comment allez-vous? Je vais bien, Dr. Eleanor. En fait, j'appelle parce que j'ai besoin de votre aide pour un cas très spécial. Oh, mais Michael, vous savez que je suis à la retraite. Je sais, mais ce cas est différent. Il s'agit de la petite fille de Madame Martha Miller. Vous vous souvenez d'elle? Il y a eu une pause au téléphone. Martha du magasin de Gerald. Bien sûr, je me souviens. Elle était une femme merveilleuse. J'ai été très triste quand j'ai appris qu'elle était décédée. Mais quelle est cette histoire à propos de sa petite fille? Michael a raconté toute l'histoire de Sophie, de l'héritage à la confrontation avec Deborah cet après-midi-là. Le docteur Eleanor a écouté en silence, posant seulement quelques questions précises pour clarifier des détails légaux. Cet enfant est seul contre toute la famille? A demandé le docteur Eleanor quand Michael a fini. Pratiquement, les parents travaillent un temps dehors de la ville et semblent être influencés par Deborah. La fille n'a que 7 ans, mais elle a une détermination et une clarté de but que je n'ai jamais vues chez personne. Et elle veut vraiment utiliser l'argent pour acheter le magasin où sa grand-mère a travaillé. Elle veut transformer l'endroit en un espace communautaire où les personnes âgées peuvent vendre des objets artisanaux et les enfants ont un endroit pour jouer. Exactement le rêve que Martha a toujours eu. Le docteur Eleanor est restée silencieuse pendant quelques minutes. Michael savait qu'elle traitait non seulement les aspects légaux de l'affaire, mais aussi les aspects émotionnels. L'avocate avait toujours été connue pour sa compassion et son sens de la justice. « Michael, quand puis-je rencontrer cette fille? » C'est le problème. La tante la surveille de près, mais je suis sûr que Sophie trouvera un moyen de nous contacter. Je vois. Eh bien, en attendant, j'étudierai la législation sur l'héritage pour les mineurs et l'administration fiduciaire. Si ce testament est aussi solide que vous le décrivez, Deborah Miller va avoir un combat très difficile devant elle. Dr. Eleanor, puis-je compter sur vous alors? Michael, je connaissais Martha depuis plus de 20 ans. C'était l'une des personnes les plus intègres que j'ai jamais rencontrées. Si la petite fille a hérité même de la moitié du caractère de sa grand-mère, je ferai tout en mon pouvoir pour protéger ses droits. Michael a raccroché le téléphone, se sentant plus confiant. Avec le docteur Eleanor du côté de Sophie, la fille aurait une avocate formidable. Le lendemain, Michael est arrivé à la banque et a trouvé une surprise l'attendant. Sophie était assise dans la zone de réception, seule avec son sac à dos d'école sur ses genoux. « Sophie, comment avez-vous réussi à venir ici? » J'ai dit à tante Deborah que j'avais cours d'éducation physique et que l'école finissait tôt les mercredis. Elle ne sait pas qu'aujourd'hui c'est jeudi, a dit Sophie avec un petit sourire malicieux. Michael n'a pas pu s'empêcher de sourire. La fille était plus intelligente que Deborah l'imaginait. J'ai parlé avec le docteur Eleanor Sterling hier. Elle veut vous rencontrer et est prête à vous aider. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes de soulagement. Elle va vraiment m'aider. Tante Deborah a dit qu'aucun avocat ne voudrait prendre un cas d'une enfant contre sa propre famille. Le docteur Eleanor Sterling n'est pas n'importe quel avocat, et elle aimait beaucoup votre grand-mère. Allons-nous à son bureau maintenant? Oui, nous pouvons y aller. Mais d'abord, avez-vous pu parler avec le propriétaire du magasin? Michael lui a parlé de sa conversation avec Gerald, y compris le prix exorbitant qu'il demandait. Sophie a écouté attentivement tout. 300 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais si c'est pour réaliser le rêve de grand-mère, ça en vaut la peine. Pensez-vous qu'il acceptera? Sophie, je dois être honnête avec vous. Gerald Harrison n'est pas une personne facile. Quand il découvrira que vous êtes la petite fille de Martha et que vous êtes une enfant voulant acheter son magasin, il pourrait créer des problèmes supplémentaires. Pourquoi créerait-il des problèmes? Parce que je suis la petite fille de grand-mère. Michael a hésité avant de répondre. Il ne voulait pas blesser la fille, mais elle méritait de savoir la vérité. Votre grand-mère était une employée exemplaire, mais Gerald ne l'a jamais valorisée comme il aurait dû. Il pourrait se sentir mal à l'aise de savoir que vous avez les moyens d'acheter quelque chose qu'il est forcé de vendre en raison de difficultés financières.
Sophie a réfléchi à cela pendant quelques minutes. Vous dites qu'il pourrait ne pas vouloir me vendre par fierté. C'est une possibilité. Alors, nous ne lui disons pas qui je suis tant que nous ne concluons pas l'affaire, a dit Sophie simplement. Michael a été impressionné par la maturité de la réponse. C'est une stratégie intelligente, mais cela pourrait être compliqué. À un certain point, il le découvrira. Quand il le découvrira, l'argent sera déjà dans sa poche et le magasin sera déjà le mien. Alors, il ne pourra rien faire. Ils ont quitté la banque et sont allés au bureau du Dr. Elelonina Sterling, qui était au centre-ville. L'endroit était modeste, mais élégant, reflétant la personnalité de l'avocate. Le Dr. Elelonina Sterling les a salués avec un sourire chaleureux. « Alors, vous êtes la célèbre Sophie ?» a dit l'avocate, se penchant au niveau de la fille. « Vous avez les mêmes yeux gentils que votre grand-mère. » Sophie a été émue par le commentaire. « Vous connaissiez vraiment bien ma grand-mère. »« Oui, ma chère. Martha était une cliente de mon compte à la banque où Michael travaille. Et nous parlions toujours quand nous nous rencontrions au magasin. Elle parlait de vous avec une grande fierté. Elle parlait de moi. Oui, elle l'a fait. Elle a dit qu'elle avait une petite fille très spéciale qui rendait visite à un grand-oncle que tout le monde dans la famille évitait. Elle a dit « Vous aviez un cœur trop grand pour votre petit corps. » Les larmes coulaient sur le visage de Sophie, sachant que sa grand-mère était fière d'elle aux autres gens signifiait plus que n'importe quelle somme d'argent. Le Dr. Elelonina Sterling a pris une boîte de mouchoirs et l'a offerte à Sophie, puis s'est tourné vers Michael. « Avez-vous apporté le testament? » Michael a remis les documents et le Dr. Elelonina Sterling les a étudiés attentivement pendant près d'une heure, prenant des notes sur un bloc-notes. Sophie a attendu patiemment, feuilletant un magazine pour enfants que l'avocate avait placé sur la table. « Ce testament est légalement parfait, » a dit le Dr. Elelonina Sterling finalement. Arthur Miller savait exactement ce qu'il faisait. Il n'y a pas une seule faille qui permettrait de remettre en question sa capacité mentale. « Cela signifie que tante Deborah ne peut pas prendre mon argent? » a demandé Sophie avec espoir. « Cela signifie qu'elle devra prouver au tribunal qu'Arthur était mentalement incompétent quand il a fait le testament. Et compte tenu de ses instructions détaillées sur l'administration du fonds, cela va être presque impossible. » Le Dr. Eleanor Sterling a expliqué que le testament créait un fonds supervisé par un conseil de 3 personnes en qui Sophie avait confiance et qui gérerait l'argent jusqu'à ses 18 ans. Toute dépense supérieure à 50 000 $ nécessiterait l'approbation unanime du conseil, mais les dépenses plus petites pourraient être autorisées par Sophie avec l'approbation d'au moins 2 membres du conseil. « Qui fera partie de ce conseil? » a demandé Michael. Le testament lui-même suggère que Sophie choisisse des personnes en qui elle a entièrement confiance. Ils peuvent être des parents, mais ils n'ont pas à l'être. Sophie a réfléchi quelques minutes. « Je veux que le Dr. Sterling en fasse partie. Et vous, M. Michael, aussi pour la 3e personne. Puis-je choisir quelqu'un qui n'est pas de ma famille? » « Bien sûr que vous le pouvez, ma chère. Qui avez-vous en tête? » « Madame Gavlin, qui était l'amie de ma grand-mère et a travaillé dans le même magasin pendant 15 ans. Elle sait tout du rêve de grand-mère et m'a toujours traité avec gentillesse. » Le Dr. Sterling et Michael ont échangé des regards approbateurs. Sophie choisissait des gens basés sur la confiance et la connexion émotionnelle, pas sur le statut social ou la convenance familiale. « Parfait, » a dit le Dr. Sterling. « Je préparerai tous les documents légaux pour officialiser le conseil et démarrer le processus d'administration du fonds. Deborah Miller peut contester tout ce qu'elle veut, mais elle ne pourra pas annuler les dispositions du testament. »« Combien de temps cela prendra-t-il? » a demandé Sophie. « Si Deborah ne crée pas d'obstacle, environ 2 semaines. Si elle embauche des avocats et dépose des appels, cela pourrait prendre quelques mois. » Le visage de Sophie est tombé. « Quelques mois. Mais je voulais acheter le magasin bientôt. »« Sophie, cette partie est importante, » a dit le Dr. Sterling doucement. « Même si le conseil est approuvé rapidement, un achat de 300 000 $ nécessitera l'approbation unanime des 3 membres du conseil.
Ce n'est pas que nous doutons de vous, mais c'est notre responsabilité légale de s'assurer que l'argent est utilisé de manière sensée. Mais vous l'approuverez si j'explique correctement le projet de grand-mère, n'est-ce pas? Michael et le Dr. Sterling ont souri. Sophie, d'après ce que vous nous avez déjà dit, je suis sûr que nous approuverions à l'unanimité, a dit Michael. Alors, commençons les démarches aujourd'hui, a dit le Dr. Sterling. Et Michael, je vous suggère de continuer les négociations avec Gerald, mais sans vous précipiter. Laissez-le devenir anxieux pendant quelques jours. Quand ils ont quitté le bureau du Dr. Sterling, Sophie était visiblement plus optimiste. Pour la première fois depuis qu'elle avait hérité de l'argent, elle a senti qu'elle avait des gens vraiment engagés envers ses intérêts. Monsieur McCall, puis-je poser une question? Bien sûr, Sophie. Pourquoi m'aidez-vous? Vous n'avez rien à gagner de cela et vous devez avoir un travail beaucoup plus important à la banque. Michael a arrêté de marcher et s'est accroupi au niveau de Sophie. Vous savez, quand j'avais votre âge, ma famille n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Mon rêve était d'étudier et d'obtenir un bon emploi, mais beaucoup de gens disaient qu'un enfant pauvre n'avait pas le droit de rêver grand. Une enseignante nommée Madame Gable a cru en moi et m'a aidé à étudier pour obtenir une bourse. Si elle ne m'avait pas aidé, je ne serais jamais arrivé là où je suis. Et maintenant vous faites la même chose que Madame Gable a faite. J'essaie. Vous me rappelez beaucoup moi-même à votre âge. Déterminé avec de grands rêves, mais sans beaucoup de gens pour vous soutenir. Sophie a spontanément étreint Michael. Merci de croire en moi. À ce moment, Michael a su qu'il avait pris la bonne décision. Indépendamment des complications à venir, il aiderait Sophie à réaliser le rêve de Martha. Dans les jours suivants, les choses ont commencé à devenir plus compliquées. Deborah a découvert la visite au bureau du Dr. Sterling et était furieuse. Il a embauché un avocat spécialisé dans les contestations de testament et a commencé à répandre en ville que Sophie était manipulée par des adultes égoïstes. « Vous ne comprenez pas, Sophie, » a dit Deborah, pédant une dispute animée à la maison. « Ces adultes profitent de vous. Ils veulent contrôler votre argent en prétendant qu'ils vous aident. » « Ce n'est pas vrai, tante Deborah. Ils m'aident parce qu'ils veulent réaliser le rêve de grand-mère, tout comme moi. Le rêve de grand-mère. Sophie Martha n'a jamais eu d'argent pour acheter n'importe quel magasin. Elle était juste une simple employée, mais elle rêvait. Mademoiselle Evelyn m'a dit que grand-mère parlait toujours d'avoir un endroit où elle pourrait aider les gens, où les personnes âgées pourraient vendre leurs affaires, où les enfants auraient un espace pour jouer. Deborah rit amèrement. Mademoiselle Evelyn est une autre vieille femme qui vous remplit la tête de fantasmes. Sophie, vous avez 7 ans. Vous ne pouvez même pas gérer votre allocation sans parler de 8 millions de dollars. Oui, je peux. Grand-père Arthur m'a laissé l'argent parce qu'il savait que je l'utiliserais bien. Arthur était sénile. Tout juge avec du bon sens annulera ce testament ridicule. La dispute a été interrompue par l'arrivée des parents de Sophie. Thomas Miller, le père de la fille, est arrivé fatigué après une semaine de travail dans la ville voisine. Sarah Miller, sa mère, avait une expression inquiète. « Que se passe-t-il ici? » « Nous pouvions entendre les cris depuis la rue, » a dit Thomas. Deborah a immédiatement changé de ton et a adopté une posture de victime. « Thomas, Dieu merci vous êtes là. Votre fille est manipulée par des gens qui veulent te profiter de l'héritage d'Arthur. » « Quelle est cette histoire, Sophie? » a demandé Sarah, s'agenouillant pour parler à sa fille. Sophie a raconté à ses parents toute l'histoire de sa visite à la banque au plan pour le magasin. Thomas et Sarah ont écouté en silence, échangeant des regards inquiets. « Chérie, comprenez-vous que 8 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent? » a dit Thomas doucement. « Je comprends, papa. C'est pourquoi je veux l'utiliser pour faire le bien comme grand-père Arthur le voulait. Mais acheter un magasin, c'est très compliqué pour une fille de votre âge. Je ne le gérerai pas seul, papa. » Le docteur Eleanor a expliqué, « Il y aura un conseil pour m'aider à prendre les bonnes décisions. » Sarah a regardé Deborah. « Et quel est le problème avec ça? » Deborah était indignée. « Sarah,
Le problème est que notre famille est exclue des décisions concernant l'argent de notre propre famille. Ce conseil qu'elle veut former n'a aucun parent dessus. Oui, il en a répondu Sophie. Je voulais vous inviter vous aussi, mais tante Deborah a dit qu'elle ne le permettrait pas. Thomas a été surpris. Deborah a dit qu'elle ne le permettrait pas. J'ai dit que c'était ma responsabilité en tant que sa tutrice légale pendant que vous êtes absent au travail. Deborah a expliqué rapidement. Deborah, vous n'êtes pas la tutrice légale de Sophie, a dit Sarah fermement. Nous sommes ses parents, mais vous n'êtes pas là toute la semaine. Quelqu'un doit s'occuper de ses intérêts. Et c'est nous qui nous en occuperons, a dit Thomas. Sophie, demain je vais parler à ces gens de la banque et à l'avocat. Je veux mieux comprendre toute cette situation. Deborah est devenue pâle. Elle avait compté sur le fait que les parents de Sophie seraient trop occupés par le travail pour s'impliquer directement dans la question de l'héritage. Thomas, vous ne comprenez pas la complexité légale de tout cela. Alors j'apprendrai. Ma fille a hérité de l'argent qui peut assurer son avenir et je vais m'assurer que cet argent est bien pris en charge. Mais si elle veut en utiliser une partie pour réaliser le rêve de sa mère, je n'y vois pas de problème. Cette nuit-là, Deborah a appelé son avocat dans la panique. Monsieur Whittaker, les parents de la fille vont s'impliquer dans la situation. Cela complique nos plans. Cela complique, mais ne le rend pas impossible, a répondu l'avocat. Accélérons le processus de contestation du testament. Si nous pouvons prouver qu'Arthur était sénile, l'argent va aux héritiers légaux qui sont les parents de la fille. Et je peux convaincre les parents de me nommer administratrice puisqu'ils travaillent en dehors de la maison, a ajouté Deborah. Exactement. Mais nous devons agir rapidement avant qu'ils ne s'attachent trop à cette idée de laisser la fille gérer l'argent. Le lendemain matin, Thomas a accompagné Sophie à la banque. Michael a été frappé par la ressemblance entre le père et la fille. Tous deux avaient le même regard direct et honnête. Monsieur Michael, ma femme et moi voulons mieux comprendre cette situation. Deborah dit que vous manipulez notre fille. Michael a expliqué toute la situation depuis le début, montrant le testament et racontant les plans de Sophie. Thomas a tout écouté attentivement, posant des questions spécifiques, mais sans interrompre. Et vous croyez vraiment qu'un enfant de 7 ans peut gérer ce genre d'argent? Nous croyons qu'elle peut apprendre avec une supervision appropriée. Le testament lui-même a créé des garanties pour protéger à la fois Sophie et l'argent. Elle ne peut rien dépenser de significatif sans l'approbation du conseil. Et ce conseil serait formé par vous, par moi, par le Dr. Elanena et par Malevolin, l'ancienne collègue de Martha. Toutes des personnes que Sophie a choisies parce qu'elle leur fait confiance. Thomas est devenu pensif. Puis-je rencontrer cette avocate et cette mademoiselle Evelyn? Bien sûr. En fait, je pense qu'il serait important pour vous et votre femme de rencontrer toutes les personnes impliquées avant de prendre toute décision. Cet après-midi-là, la famille s'est réunie au bureau du Dr. Elanena. Mademoiselle Evelyn a également été invitée, une dame de 65 ans, une ancienne employée du magasin de Gerald et la meilleure amie de Martha. Thomas et Sarah, a dit le Dr. Elanena, nous comprenons parfaitement votre préoccupation. Un héritage de cette taille est une énorme responsabilité pour n'importe qui, sans parler d'un enfant. C'est exactement notre préoccupation, a répondu Sarah. Mais regardez, a continué l'avocate, le testament d'Arthur ne laisse pas Sophie seule avec cette responsabilité. Il a créé un système qui permet à la fille d'apprendre sur l'argent et la responsabilité progressivement, toujours sous la supervision d'adultes de confiance. Evelyn, qui avait été silencieuse jusque-là, s'est adressée aux parents de Sophie. Thomas Sarah, je connaissais Martha depuis plus de 15 ans. Elle était ma meilleure amie. Je peux vous assurer que le rêve que Sophie veut réaliser était vraiment le rêve de Martha. Comment cela, mademoiselle Evelyn? A demandé Sarah. Martha passait des heures à me raconter comment elle souhaitait avoir un endroit où elle pourrait accueillir les gens chaleureusement, où les personnes âgées de la communauté pourraient vendre leurs bonbons et leurs objets artisanaux, où les enfants auraient un espace sûr pour jouer pendant que leurs parents faisaient leurs courses.
Elle a dit qu'elle travaillait si dur dans ce magasin affreux juste pour économiser de l'argent et un jour ouvrir un endroit comme ça. Elle en a vraiment parlé? A demandé Thomas. Elle l'a fait et elle disait toujours que sa petite fille, la petite Sophie, avait un cœur comme le sien, que si jamais elle en avait les moyens, elle ferait certainement ce genre de choses pour aider les autres. Sarah était visiblement émue. Ma belle-mère rêvait vraiment de ça. Elle a rêvé et planifié. Elle avait même des dessins de ce à quoi l'espace ressemblerait, des notes sur les produits à vendre, des idées sur comment organiser des ateliers pour que les enfants apprennent l'artisanat des personnes âgées. Sophie a ouvert ses yeux de surprise. Grand-mère a fait des dessins du projet. Oui, ma chère, elle a dû les garder à la maison. Je n'ai jamais trouvé ces dessins. Mademoiselle Evelyn a réfléchi un instant. Elle a pu les garder au magasin dans l'armoire où elle gardait ses affaires personnelles. Gérald ne l'a jamais touché après qu'elle soit décédée. La révélation a complètement changé la dynamique de la conversation. Savoir que Martha avait planifié en détail le même projet que Sophie voulait réaliser a donné au plan de la fille une légitimité émotionnelle beaucoup plus grande. « Pouvez-vous nous montrer ces dessins? » a demandé Thomas. « Je peux essayer d'obtenir l'accès au casier, » a dit Michaela. « Je parlerai à Gerald. »« Non, » a dit Sophie fermement. « Je veux y aller aussi. C'étaient les affaires de ma grand-mère. » Le docteur El Lanena est intervenu. « Sophie, il pourrait être émotionnellement difficile pour vous de voir les affaires de votre grand-mère. Je veux voir, j'ai besoin de voir. Si grand-mère a vraiment planifié tout cela, je veux connaître ses plans. » Thomas a regardé sa femme qui a hoché la tête en accord. « D'accord, ma chérie, nous irons tous ensemble. » Le lendemain, le groupe s'est dirigé vers le magasin de Gerald. L'homme était visiblement mal à l'aise de voir tant de gens, surtout quand Michael a présenté Sophie comme la petite fille de Martha. « La petite fille de Martha ?» a répété Gerald, étudiant le visage de la fille. « Martha ne m'a jamais dit qu'elle avait une petite fille. Elle parlait peu de sa vie personnelle au travail, » a répondu Sarah diplomatiquement. « Et que voulez-vous tous ici? » Michael a expliqué qu'il devait bien vérifier si Martha avait laissé des effets personnels dans le casier des employés. Gerald a hésité mais a finalement cédé. Le casier était petit et simple, mais il était rempli des affaires de Martha. Il y avait un changement de vêtements, des médicaments, une tasse avec son nom et une chemise en plastique jaunie. Sophie a ouvert la chemise avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de feuilles avec des dessins, des notes, des calculs et des plans détaillés pour un espace communautaire. Les dessins montraient exactement ce que Sophie avait décrit, une boutique douillette avec une zone pour l'artisanat, un espace récréatif pour les enfants, un coin pour les personnes âgées pour discuter. « Regardez ça, » a dit Sophie d'une voix étranglée, montrant une note de sa grand-mère. « Un jour, j'aurai un endroit où les gens se sentiront chez eux, où personne ne sera maltraité pour avoir peu d'argent, où les enfants pourront rêver grand, et les personnes âgées se sentiront utiles et respectées. » Mal Evelyn a commencé à pleurer. Martha me montrait ses dessins pendant les pauses déjeuner. Elle disait que c'était son projet pour quand elle réussirait à économiser assez d'argent. Les yeux de Sarah étaient embués. « Thomas, est Sophie vraiment héritée plus que de l'argent? Elle a hérité des rêves de ma belle-mère. » Gerald, qui avait tout observé en silence, a semblé véritablement ému. Martha était vraiment spéciale. Elle ne s'est jamais plainte, même quand quand les choses n'étaient pas toujours justes pour elle. « Que voulez-vous dire? » a demandé Sophie, regardant directement Gerald. L'homme est devenu mal à l'aise. « Oh, eh bien, parfois les affaires deviennent difficiles et nous devons réduire les salaires, ce genre de choses. » Thomas a senti qu'il y avait plus à l'histoire, mais a décidé de ne pas insister sur la question à ce moment-là. Gerald a dit « Michael, mon client est toujours intéressé par l'achat du magasin. Avez-vous pensé à notre conversation? » « J'ai, mais je veux savoir qui est ce client mystérieux avant de conclure toute affaire. » Sophie s'est avancée. « C'est moi. » Gerald l'a regardé ne comprenant pas. « Que voulez-vous dire, vous? »« Je suis le client de M. Michael. Je veux acheter votre magasin pour réaliser le projet de ma grand-mère. » L'expression de Gerald est complètement changée.
Elle est passée par la surprise, la confusion et est finalement arrivée à quelque chose ressemblant à de l'indignation. Vous vous moquez de moi? Je ne plaisante pas, a répondu Sophie calmement. J'ai l'argent et je veux acheter votre magasin pour le prix que nous avons discuté. Une fille de 7 ans veut acheter mon magasin? C'est ridicule. Pourquoi est-ce ridicule? A demandé Sophie. J'ai l'argent, j'ai des plans pour l'endroit, j'ai des gens pour m'aider. Pourquoi mon âge importe-t-il? Gerald a regardé Michael. Vous êtes réellement sérieux? Je le suis. Sophie a les ressources et le projet est bien fondé. Mais c'est une enfant. Alors quoi? A demandé Sophie avec une simplicité désarmante. Une enfant ne peut-elle pas avoir de rêve? Une enfant ne peut-elle pas vouloir faire le bien? Gerald était sans voix. La logique simple de Sophie était irréfutable, mais sa fierté était blessée. Accepter de vendre à une enfant, surtout la petite fille d'une employée qu'il n'avait jamais correctement valorisée, était humiliant. J'ai besoin d'y réfléchir, a-t-il finalement dit. Combien de temps avez-vous besoin? A demandé Michael. Quelques jours. C'est inattendu. Quand ils ont quitté le magasin, Thomas a posé sa main sur l'épaule de sa fille. Sophie, je suis fier de vous. Votre projet est merveilleux et vous montrez une maturité incroyable. Alors, vous me soutiendrez? Sarah a étreint sa fille. Oui, nous le ferons, ma chérie. Mais avec une condition. Quelle est-elle? Nous voulons être au conseil aussi. Pas pour vous contrôler, mais pour apprendre à vos côtés et vous aider quand vous en aurez besoin. Sophie a souri radieusement. Bien sûr, je vous veux dans mon équipe. Le docteur Elena Sterling a souri. Alors, élargissons le conseil à 5 personnes. Les parents de Sophie, moi-même, Michael et Malevolin. De cette façon, nous aurons une supervision encore plus solide. Parfait, a dit Michael, et avec le soutien des parents, Deborah aura beaucoup plus de mal à contester toute décision. Cette nuit-là, Deborah a découvert la réunion au magasin et était furieuse. Elle a immédiatement appelé son avocat. Monsieur Whitaker, il se ligue contre moi. Les parents de la fille soutiennent maintenant cette idée folle d'acheter un magasin. Calmez-vous, Deborah. Cela pourrait en fait être bon pour nous. Bon. Comment? S'ils achètent ce magasin et que l'entreprise échoue, il sera plus facile de prouver que l'argent est mal géré. Alors nous pourrons demander l'intervention du tribunal. Deborah a considéré la stratégie. Alors, pensez-vous que l'entreprise échouera? Un magasin communautaire géré par une enfant de 7 ans, bien sûr il échouera. Et quand cela arrivera, nous serons là pour ramasser les morceaux. Ce que Deborah ne savait pas, c'est que Sophie était plus déterminée que jamais. Les dessins de sa grand-mère avaient donné au projet une dimension émotionnelle qui transcendait toute préoccupation financière. Elle ne réalisait pas seulement son propre rêve, mais honorait la mémoire de Conk. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui débutons. Maintenant, continuant dans les jours suivants, Gerald était visiblement troublé. La proposition de Sophie l'a forcé à affronter des aspects de sa personnalité qu'il préférait ignorer. Pendant 30 ans, il avait traité Martha comme juste une autre employée, ne reconnaissant jamais sa dévotion ou ses rêves. Maintenant, sa petite fille était en position d'acheter tout ce qu'il avait construit. Sa fierté lui faisait vouloir refuser l'offre, mais son besoin financier était réel. Le magasin perdait de l'argent depuis 2 ans et ses dettes augmentaient mensuellement. 300 000 $ en espèces résoudrait tous ses problèmes financiers. Pendant une nuit sans sommeil, Gerald a pris une décision. Il a appelé Michael le lendemain matin. « Michael, je veux vous parler à tous. Pouvez-vous amener la fille ici? »« Bien sûr, Gerald. Y a-t-il un problème? »« Non, pas de problème, mais j'ai besoin que quelque chose soit clair avant de prendre ma décision. » Michael, Sophie et ses parents se sont dirigés vers le magasin cet après-midi-là. Gerald les a reçus avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Sophie, a-t-il dit directement à la fille, comprenez-vous vraiment ce que cela signifie de gérer une entreprise? »
Je comprends que cela signifie travailler dur, bien traiter les gens et toujours essayer de s'améliorer, a répondu Sophie. Et si ça échoue, si vous perdez de l'argent, alors j'apprendrai de mes erreurs et j'essaierai à nouveau. Grand-père Arthur a toujours dit, une erreur n'est une erreur que si vous n'en apprenez rien. Gerald est resté silencieux pendant quelques minutes. Pourquoi voulez-vous acheter ce magasin particulier? Parce que c'est là que ma grand-mère a travaillé et rêvé. Parce que je connais chaque coin de cet endroit par les histoires qu'elle m'a racontées. Parce que je veux transformer un endroit qui a causé de la souffrance en un endroit qui apporte de la joie. Souffrance. Sophie a regardé directement dans les yeux de Gerald. Grand-mère ne s'est jamais plainte, mais je savais qu'elle était triste quand elle travaillait si dur et n'obtenait pas la reconnaissance qu'elle méritait. Gerald a dégluti difficilement. L'honnêteté brutale de Sophie était comme un miroir montrant tous ses échecs en tant que patron. Et vous pensez pouvoir faire mieux que moi? Je ne sais pas si je peux faire mieux, a répondu Sophie avec une humilité surprenante. Mais je sais que je peux faire différemment. Je peux le faire avec amour, comme grand-mère l'aurait fait. Cette réponse a complètement désarmé Gerald. Il s'était attendu à de l'arrogance ou de la présomption, mais n'a trouvé que de la sincérité et de la détermination. 300 000 d'avance, a-t-il dit finalement. Mais je veux une condition. Quoi? A demandé Michael. Gerald a regardé Sophie. Je veux travailler ici. Tout le monde a été surpris. Que voulez-vous dire? A demandé Thomas. Je veux un emploi dans le nouveau projet, pas en tant que patron, en tant qu'employé. Je veux apprendre à bien traiter les gens. Je veux voir si je peux être meilleur que je l'étais. Sophie est restée silencieuse pendant quelques minutes, traitant la demande. C'était une tournure inattendue que personne n'avait prévue. « Vous voulez vraiment travailler pour moi? » a-t-elle demandé. « Oui. Martha m'a donné 30 ans de sa vie et je ne lui ai jamais donné la valeur qu'elle méritait. Peut-être qu'en travaillant pour sa petite fille, je peux l'apprendre à être une meilleure personne. » Sarah a été visiblement émue par la sincérité de Gerald. « Sophie, la décision est la vôtre. » Sophie a regardé les plans de sa grand-mère qu'elle tenait encore dans ses mains, puis Gerald, d'accord, mais avec une condition aussi. « Quoi? Vous devrez apprendre à traiter tout le monde avec respect, des enfants aux personnes âgées. Dans le magasin de grand-mère, tout le monde sera important. » Gerald a hoché la tête. « Je suis d'accord. Et Sophie, je suis désolé pour la façon dont j'ai traité votre grand-mère. Elle méritait bien mieux. Ces excuses signifiaient plus pour Sophie que n'importe quelle somme d'argent. » Voir Gerald reconnaître les erreurs du passé et vouloir se racheter a donné une dimension de justice poétique au projet. « D'accord, Monsieur Gerald, travaillons ensemble pour construire le magasin dont grand-mère a toujours rêvé. » Les documents d'achat et de vente ont été préparés par le Dr. Eleanor dans les semaines suivantes. Le conseil d'administration fut officialisé avec 5 membres et le fonds de Sophie fut officiellement établi. Deborah fit une dernière tentative pour arrêter l'accord, déposant une requête au tribunal pour suspendre la transaction. Elle affirmait que Sophie était manipulée et que l'achat représentait une mauvaise gestion de l'héritage. L'audience du tribunal fut programmée pour un jeudi matin. Toute la famille y assista avec le Dr. Elelanina, Michael et Mademoiselle Evelyn. L'avocat de Deborah présenta des arguments techniques sur l'incapacité d'un mineur à gérer des actifs. Le juge William Thorne, un homme expérimenté de 60 ans, écouta tous les arguments avant de prendre sa décision. « Je voudrais parler directement avec la mineure Sophie Miller, » dit le juge. Sophie s'approcha du banc du juge sans peur. Elle avait mentalement répété ce moment pendant des jours. « Sophie, comprenez-vous ce que signifie dépenser 300 000 $? Demanda doucement le juge. « Je comprends que c'est beaucoup d'argent, votre honneur. C'est pourquoi j'ai un conseil d'adultes pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Et pourquoi voulez-vous acheter ce magasin spécifique? » Sophie montra les dessins de sa grand-mère et raconta toute l'histoire du rêve de Martha. Le juge examina les plans attentivement, impressionné par le niveau de détail. « Ces dessins sont vraiment ceux de votre grand-mère.
Oui, ils le sont. Elle a planifié tout cela pendant des années, mais n'a jamais eu l'argent pour le réaliser. Maintenant, je l'ai, et je veux le faire pour elle. Le juge resta silencieux pendant quelques minutes, étudiant non seulement les documents, mais aussi le visage déterminé de Sophie. Docteur Ellen Lanena, en tant qu'avocate du mineur, quelle est votre évaluation de sa capacité à prendre cette décision? Votre honneur, en 40 ans de pratique juridique, j'ai rarement vu quelqu'un avec une motivation aussi claire et bien fondée pour un projet. Sophie n'agit pas par impulsion ou fantaisie, mais exécute plutôt un plan soigneusement élaboré par sa grand-mère. Et le conseil d'administration fournira-t-il une supervision adéquate des ressources? Oui, monsieur. Toute dépense supérieure à 50 000 an nécessite l'approbation unanime des 5 membres du conseil. De plus, nous fournirons des rapports mensuels sur l'utilisation des fonds. Le juge se tourna vers Deborah. Madame Bell, je comprends votre préoccupation pour le bien-être de votre nièce, mais d'après ce que je vois ici, elle est supervisée par un conseil solide et exécute un projet bien fondé. Je ne vois aucun élément qui justifie de suspendre la transaction. Deborah était furieuse, mais elle ne pouvait contester la décision du tribunal. Le juge autorisa l'achat du magasin et confirma la légitimité du conseil d'administration. L'acte de vente fut signé un lundi matin chez le notaire du centre-ville. Sophie tenait le stylo d'une main tremblante en signant son nom à côté de celui de Gerald. « Félicitations, Sophie, » dit le notaire. « Vous êtes officiellement la plus jeune propriétaire d'entreprise que j'ai jamais enregistrée. » Sophie sourit, mais ses premiers mots furent « Merci, grand-mère Martha. Nous allons réaliser ton rêve. » La rénovation du magasin commença la semaine suivante. Sophie avait étudié chacun des dessins de sa grand-mère et voulait mettre en œuvre toutes les idées que Martha avait prévues. L'espace serait divisé en zones spécifiques, une section pour les produits essentiels, une autre pour l'artisanat des personnes âgées, une zone de loisirs pour les enfants, et un petit coin avec des tables et des chaises où les gens pourraient parler et se détendre. Gerald se révéla être un employé dévoué et un apprenant enthousiaste. Pour la première fois de sa vie, il travaillait pour plaire aux autres, pas seulement pour faire du profit. Le changement de perspective le transforma complètement. « Sophie, dit-il lors d'une pause dans les rénovations, je veux vous remercier de me donner cette deuxième chance. J'apprends des choses sur moi-même que je n'aurais jamais imaginées. Tout le monde mérite une deuxième chance, Monsieur Gerald. Grand-mère disait toujours que les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. » Mademoiselle Evelyn rejoignit le projet en tant que coordinatrice de la section artisanat. Son expérience et sa connaissance de la communauté locale furent fondamentales pour organiser la participation des personnes âgées. « Martha serait si fière, » dit-elle en organisant les étagères. « 50 ans à rêver de ça et c'est enfin en train de se produire. » Pendant les rénovations, il découvrit que l'espace du magasin était plus grand qu'il ne paraissait initialement. Il y avait une arrière-cour qui pouvait être transformée en un petit jardin communautaire, exactement comme Martha l'avait dessiné dans ses plans. « Grand-mère a pensé à tout, » dit Sophie avec étonnement, « même l'espace pour planter des légumes et des herbes. » Michael, qui visitait régulièrement le site, fut impressionné par l'attention aux détails dont Sophie faisait preuve. Elle connaissait chaque élément des plans de sa grand-mère et insistait pour tout mettre en œuvre exactement comme cela avait été imaginé. « Comment pouvez-vous vous souvenir de tant de détails ?» demanda-t-il. « Grand-mère me racontait ses histoires depuis que j'étais une petite fille. Elle décrivait tout avec tant d'amour que ça s'est gravé dans ma mémoire. C'était comme si elle me préparait à réaliser son rêve. » La grande ouverture fut prévue pour un samedi matin, 2 mois après le début des rénovations. La nouvelle s'était répandue dans toute la ville et des centaines de personnes vinrent voir le projet de la fille qui avait acheté un magasin. Le maire de la ville, le maire James Brooks, tint à assister à la cérémonie. « Sophie, vous êtes un exemple pour tous les enfants de notre ville. Elle a prouvé que l'âge n'est pas un obstacle quand on a de la détermination et un cœur généreux. » Mais le moment le plus émouvant fut quand Sophie coupa le ruban à l'ouverture.
Elle avait insisté pour utiliser des ciseaux qui avaient appartenu à sa grand-mère, trouvés dans l'armoire de l'ancien magasin. « Ce magasin n'est pas le mien », dit-elle dans le court discours qu'elle devait préparer. « Il appartient à grand-mère Martha, à Mademoiselle Evelyn, à Monsieur Gerald, aux personnes âgées qui y vendront leurs objets artisanaux, aux enfants qui y joueront, à toute notre communauté. Je veux que ce soit un endroit où tout le monde se sente bienvenu. » Les premières semaines d'opération dépassèrent toutes les attentes. Les personnes âgées de la région découvrirent un endroit où leurs produits faits à la main étaient valorisés et se vendaient bien. Les enfants avaient un espace sûr pour jouer après l'école. Les familles trouvèrent un environnement accueillant pour faire leurs courses et socialiser. Gerald fut complètement transformé. L'homme qui traitait autrefois les employés avec dureté saluait maintenant chaque client avec un sourire sincère. « C'est incroyable comme bien traiter les gens vous fait vous sentir mieux aussi, » dit-il à Sophie. Le magasin devint rapidement un lieu de rassemblement communautaire. Les personnes âgées venaient jouer au domino aux tables du coin conversation. Les enfants faisaient leurs devoirs dans l'aire de jeu pendant que leurs mères faisaient leurs courses. Les jeunes mères rencontraient d'autres mères pour échanger des expériences sur la maternité. Grand-mère savait exactement ce dont notre communauté avait besoin, dit Sophie à ses parents lors d'une visite. Cet endroit rassemble des gens qui ne se parlaient jamais avant. Le succès du projet attira l'attention d'autres villes de la région. Des délégations de maires et d'hommes d'affaires vinrent voir le modèle de magasin communautaire créé par une enfant de 7 ans. Deborah, initialement pleine de ressentiment face au succès du projet, commença à visiter le magasin discrètement. Elle vit comment sa nièce était respectée et admirée par tous, comment l'entreprise prospérait, comment la communauté avait embrassé l'initiative. Un jeudi après-midi, elle s'approcha de Sophie alors que la fille organisait des produits sur les étagères. « Sophie, puis-je te parler? »« Bien sûr, tante Deborah. Je veux m'excuser. Je me suis trompée sur tout cela. Tu as prouvé que tu as plus de sagesse à 7 ans que moi à 45 ans. » Sophie serra sa tante spontanément. « C'est bon, tante Deborah. C'est comme ça que la famille est. Parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais nous continuons à nous aimer. Me pardonnes-tu d'avoir essayé d'arrêter ton rêve? Je t'ai pardonné il y a longtemps. Grand-mère disait toujours que garder rancune ne fait de mal qu'à celui qui la garde. » Deborah se mit à pleurer. « Ta grand-mère était vraiment spéciale et tu as hérité du meilleur d'elle. » À partir de cette conversation, Deborah devint l'une des plus grandes partisanes du projet. Elle utilisa ses connaissances en immobilier pour aider d'autres personnes âgées de la région à organiser de petites entreprises pour vendre dans le magasin de Sophie. Lors du premier anniversaire du magasin, la célébration réunit plus de 500 personnes. Sophie, maintenant âgée de 8 ans, coupa un gâteau décoré avec les dessins originaux de sa grand-mère, Martha. Il y a un an, beaucoup de gens doutaient qu'une enfant puisse gérer une entreprise, dit-elle dans son discours d'anniversaire. Mais je n'ai jamais douté parce que je savais que j'avais les meilleurs conseils possibles, les rêves de ma grand-mère et le soutien de gens qui croyaient en moi. Michael, qui était dans le public, fut ému se souvenant de ce premier matin où Sophie était apparue dans son bureau avec une demande apparemment impossible. Le docteur Elena s'approcha de Sophie après la cérémonie. « Chérie, j'ai une proposition pour toi. »« Qu'est-ce que c'est, Dr. Elena? » Un groupe d'investisseurs d'autres villes veut financer la création d'autres magasins communautaires basés sur votre modèle. Seriez-vous prête à superviser l'expansion du projet? Sophie réfléchit attentivement avant de répondre. Seulement si chaque nouveau magasin était géré par des gens de leur propre communauté comme ici. Je ne veux pas que cela devienne juste une entreprise ordinaire. Je veux que cela continue d'être une aide aux gens. Parfait. C'est exactement ce qu'ils veulent. À 8 ans, Sophie devint consultante pour des projets communautaires dans toute la région, mais elle retournait toujours à son magasin d'origine tous les après-midi
aidant Mademoiselle Evelyn avec les objets artisanaux et jouant avec les enfants dans l'aire de jeu. Mademoiselle Sophie, dit Gerald un de ces après-midi, puis-je poser une question? Bien sûr, monsieur. Gerald, ne regrettez-vous pas d'avoir dépensé autant d'argent pour ce projet? Vous auriez pu tout économiser pour quand vous seriez adulte. Sophie regarda autour du magasin animé, vit des personnes âgées vendre leurs produits avec fierté, des enfants rire dans l'aire de jeu, des familles faire leurs courses dans un environnement accueillant. Monsieur Gerald, l'argent économisé ne rend personne heureux. L'argent utilisé pour réaliser des rêves et aider les gens rend tout le monde heureux, y compris celui qui l'a dépensé. Gerald sourit. Votre grand-mère dirait exactement la même chose. C'est parce que j'ai appris d'elle. Grand-mère disait toujours, « Nous n'emportons rien de cette vie, mais nous pouvons laisser beaucoup de bien derrière nous. » Cette nuit-là, quand le magasin ferma, Sophie resta quelques minutes seule dans l'espace qui avait été transformé par l'amour et la détermination de 2 générations de femmes. Elle regarda le portrait de Martha qu'elle avait placé sur le mur principal et murmura « Merci de m'avoir appris que les rêves peuvent se réaliser quand on travaille avec amour, grand-mère. Notre magasin fait exactement ce que tu as imaginé, rassemblant les gens et répandant la joie. » Dehors, Michael regardait par la fenêtre en attendant l'arrivée des parents de Sophie pour la chercher. Il était toujours émerveillé par la transformation qu'une enfant de 7 ans avait provoquée, non seulement dans le magasin, mais dans toute la communauté. Son téléphone sonna. C'était un autre directeur de banque d'une ville voisine. « Michael, j'ai entendu parler du projet de la fille qui dirige le magasin communautaire. Nous avons une situation similaire ici. Un enfant qui a hérité de l'argent et veut l'utiliser pour aider la communauté. Pourriez-vous nous guider? » Michael sourit. « Bien sûr que je peux, mais laissez-moi vous prévenir. Quand les enfants décident de changer le monde, il vaut mieux s'écarter ou offrir de l'aide car ils y arriveront d'une manière ou d'une autre. » L'histoire de Sophie se répandit au-delà de sa petite ville près de Harbor Springs. Les journaux régionaux commencèrent à publier des articles sur la fille millionnaire qui avait choisi d'aider les autres au lieu de dépenser pour elle-même. Les émissions de télévision l'invitèrent pour des interviews. Mais Sophie donnait toujours les mêmes réponses. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste réalisé le rêve de ma grand-mère. N'importe qui peut faire une différence quand il décide de mettre l'amour au-dessus de l'argent. » 2 ans après l'ouverture du magasin, Sophie avait déjà aidé à créer 5 autres espaces communautaires similaires dans des villes de la région. Chacun adapté aux besoins locaux, mais tous basés sur le même principe. Créer des lieux où les gens de tous âges se sentaient valorisés et bienvenus. Le fonds géré par le Dr. Elelanena et Michael avait grandi grâce à des investissements judicieux. Paradoxalement, plus Sophie dépensait pour aider les autres, plus elle semblait avoir d'argent. Les investissements dans les projets communautaires générant des retours non seulement financiers, mais aussi sociaux. C'est comme grand-père Arthur disait toujours, expliqua Sophie lors d'une interview pour un journal régional. L'argent est comme une graine. Si vous la plantez, elle pousse et porte ses fruits. Si vous la gardez, elle pourrit et ne sert à rien. La journaliste fut impressionnée par la sagesse de la fille. À seulement 8 ans, vous avez déjà transformé plus de communautés que beaucoup d'adultes en une vie. Quel est votre prochain plan? Je veux ouvrir une école où les enfants apprennent non seulement les maths et l'anglais, mais aussi comment être gentil, comment aider les autres, comment transformer les rêves en réalité. Une école que grand-mère Martha aurait aimée. Et ainsi la fille qui fut autrefois ridiculisée pour avoir voulu acheter un magasin, continua de prouver qu'aucun rêve n'est trop grand quand on a de la détermination, de l'amour et les bonnes personnes à ses côtés. Le magasin de la rue Magnolia devint un symbole que le vrai changement commence par de simples gestes d'amour, et que l'âge n'était jamais un obstacle pour ceux qui veulent vraiment faire une différence dans le monde. Quand les gens demandaient à Sophie quelle était sa plus grande fierté, elle montrait toujours une photo sur le mur du magasin. Martha souriante arrangeant des produits sur les mêmes étagères qui abritaient maintenant des rêves réalisés.
Ma plus grande fierté est de savoir que grand-mère serait heureuse, disait Sophie. Parce qu'au final, peu importe combien d'argent nous avons, ce qui compte, c'est combien de cœurs nous pouvons toucher et combien de sourires nous pouvons créer. L'histoire de la fille qui a acheté un magasin est devenue une légende dans la petite ville près de Harbor Springs. Mais sa plus grande leçon a transcendé toute frontière géographique, avec de l'amour, de la détermination et les bonnes personnes à nos côtés. Aucun rêve n'est impossible à réaliser. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui débutons. Maintenant, poursuivons. 3 ans après cette première visite à la banque, Sophie, maintenant âgée de 10 ans, était devenue une jeune entrepreneur sociale reconnue dans toute la région. Son réseau de magasins communautaires s'était étendu à 12 établissements, chacun géré localement, mais suivant les mêmes principes d'inclusion et de respect que Martha avait envisagés. Ce qui impressionnait le plus les visiteurs et les investisseurs était la façon dont Sophie gardait les pieds sur terre malgré tout le succès. Elle continuait à fréquenter l'école locale, à jouer avec des enfants de son âge, et chaque après-midi, sans exception, passait quelques heures au magasin d'origine de la rue Magnolia. « Ce magasin est ma maison », expliquait-elle aux visiteurs curieux. « C'est là que tout a commencé. C'est là que grand-mère rêvait. C'est là que j'ai appris que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé pour faire le bien. » Mademoiselle Evelyn, maintenant âgée de 68 ans, était devenue une sorte de deuxième grand-mère pour Sophie. Ensemble, elles développèrent des programmes où les personnes âgées enseignaient des métiers d'art aux enfants, créant des ponts entre les générations qui renforçaient toute la communauté. « Vous savez, Sophie, dit Mademoiselle Evelyn lors d'un de ses ateliers, votre grand-mère disait toujours que le meilleur héritage que nous puissions laisser n'est pas l'argent, ce sont les valeurs et les exemples. Vous laissez un exemple qui inspirera les générations futures. » Gerald s'était complètement transformé. L'homme qui exploitait autrefois ses employés était maintenant connu comme le meilleur patron de la ville. Il avait même ouvert une petite entreprise à lui, consultant toujours Sophie sur la façon de traiter équitablement les employés. Sophie m'a appris que lorsque vous traitez bien les gens, ils vous le rendent par un meilleur travail, de la loyauté et du respect, disait-il aux autres propriétaires d'entreprises locales. J'ai découvert qu'être gentil est plus rentable qu'être avide. Michael avait été promu directeur régional de la banque en grande partie grâce au succès du financement du projet par le fonds de Sophie. Il développa une ligne de crédit spéciale pour les projets communautaires basée sur le modèle créé par la fille. Sophie a prouvé que les investissements sociaux peuvent être aussi rentables que les investissements traditionnels, expliquait-il lors de conférences sur l'économie solidaire. Parfois, la sagesse vient dans de petits paquets inattendus. Le docteur Elanena, bien qu'officiellement à la retraite, était devenu une mentor juridique pour des dizaines d'enfants dans des situations similaires à celles de Sophie. Elle créa un protocole juridique pour la protection des biens des mineurs orphelins qui fut adopté par les tribunaux d'autres États. Le cas de Sophie m'a appris que notre fonction en tant qu'avocat n'est pas seulement de protéger les droits, mais aussi de permettre aux gens de faire le bien, disait-elle lors de conférences à des étudiants en droit. Deborah était devenue l'une des plus grandes partisanes du projet. Elle utilisa son expérience dans l'immobilier pour aider à étendre le réseau de magasins communautaires et donnait souvent des conférences sur la façon dont les familles peuvent soutenir les rêves des enfants au lieu de les limiter. J'ai failli faire l'erreur de penser que les adultes en savent toujours plus que les enfants, admettait-elle publiquement. Sophie m'a appris que la sagesse n'a pas d'âge et que parfois nous avons besoin d'humilité pour apprendre de ceux qui ont moins d'années de vie, mais plus de clarté de but. Les parents de Sophie, Thomas et Sarah avaient pris une décision importante. Thomas quitta son emploi dans la ville voisine et rejoignit officiellement le projet de sa fille en tant que directeur administratif du réseau de magasins communautaires. Sarah réduisit sa charge de travail pour consacrer plus de temps au développement des programmes éducatifs.
Notre fille nous a appris que le succès professionnel ne vaut rien si nous ne sommes pas avec notre famille et si nous ne contribuons pas à notre communauté, expliquait Sarah. Nous avons décidé de construire notre avenir à ses côtés en apprenant et en contribuant au projet qu'elle développe. La transformation de la famille Miller fut l'un des plus beaux aspects de toute l'histoire. Une enfant de 7 ans n'a pas seulement réalisé le rêve de sa grand-mère, mais a également réuni une famille qui s'éloignait à cause du travail et des ambitions personnelles. Un jeudi après-midi, Sophie reçut une visite spéciale au magasin. Le maire James Brooks vint accompagné d'une délégation de maires d'autres villes et même d'un représentant du gouvernement de l'État. « Sophie, dit le maire, nous voulons vous proposer quelque chose de très spécial. Le gouvernement de l'État veut transformer votre modèle de magasin communautaire en une politique publique officielle. Vous seriez consultante pour son implémentation dans 50 villes de l'État. » Sophie écouta la proposition attentivement, mais sa réponse surprit les politiciens présents. « Merci pour l'invitation, mais je ne peux pas accepter. »« Pourquoi pas? » demanda le représentant du gouvernement, visiblement surpris. « Parce que les politiques gouvernementales changent à chaque élection. Ce qui a commencé ici ne peut pas dépendre des politiciens. Cela doit dépendre des communautés elles-mêmes. Que voulez-vous dire? Chaque communauté doit découvrir ses propres rêves et créer ses propres projets. Je peux aider à enseigner ce que j'ai appris, mais je ne peux pas imposer le modèle de grand-mère Martha à des endroits où les gens ont des besoins différents. » La sagesse de la réponse laissa les adultes silencieux. Sophie avait compris quelque chose que de nombreux décideurs publics mettent des décennies à apprendre. Les vraies solutions naissent des communautés non imposées d'en haut. « Alors, que proposez-vous? » demanda le maire. « Que vous créiez un programme où mon équipe et moi visitons les communautés intéressées. Nous parlons avec les gens, comprenons les besoins locaux et les aidons à développer leurs propres projets. Chaque endroit aura sa propre version du magasin de grand-mère, adaptée à ce dont cette communauté a vraiment besoin. » La proposition de Sophie fut acceptée à l'unanimité. Ainsi naquit le programme de développement communautaire Martha Miller, qui porterait le nom de la grand-mère de Sophie dans tout l'État. Dans les mois suivants, Sophie et son équipe visitèrent des dizaines de communautés rurales et urbaines. Dans chaque endroit, elles passèrent une semaine à parler avec les habitants, à comprendre les besoins locaux et à aider à développer des projets spécifiques. Dans une ville de pêcheurs, elles aidèrent à créer un marché coopératif où les pêcheurs vendaient directement à nos consommateurs. Dans une communauté rurale, elles développèrent un système de troc où les agriculteurs échangeaient des produits sans utiliser d'argent. Dans un quartier urbain pauvre, elles créèrent un atelier communautaire où les habitants réparaient des appareils et des meubles. Chaque endroit a sa propre magie, expliqua Sophie pendant les voyages. Mon travail n'est pas de copier le magasin de grand-mère partout. Il s'agit d'aider chaque communauté à découvrir sa propre version du rêve de grand-mère. L'approche personnalisée de Sophie créa un réseau de projets communautaires beaucoup plus solide et durable que tout programme gouvernemental standardisé n'aurait pu créer. Lors d'un de ses voyages, Sophie rencontra Léo, un garçon de 9 ans dont l'histoire faisait écho à la sienne. Léo avait hérité une petite somme de son grand-père et voulait utiliser l'argent pour créer une bibliothèque communautaire dans son village où de nombreux enfants n'avaient pas accès aux livres. « Les gens disent que je suis trop jeune pour gérer de l'argent, » dit Léo à Sophie. « Je sais exactement ce que tu ressens, » répondit Sophie avec un sourire. « Tu veux que je t'aide à leur montrer que l'âge n'importe pas quand on a un bon rêve? » Sophie passa une semaine dans le village de Léo, l'aidant à élaborer un plan pour la bibliothèque, parlant aux adultes sceptiques et lui enseignant des stratégies pour faire face à la résistance familiale. « La première chose que tu dois comprendre, dit-elle à Léo, c'est que les adultes ne doutent pas de toi par méchanceté. Ils doutent parce qu'ils ont peur que tu te blesses ou que tu échoues. Tu dois leur montrer que tu as un plan solide et les bonnes personnes pour t'aider. » La bibliothèque de Léo ouvrit 6 mois plus tard, devenant le centre culturel du petit village.
Sophie avait trouvé son premier successeur, un enfant déterminé à faire une différence dans sa propre communauté. Cette expérience donna à Sophie une nouvelle idée: créer un réseau national d'enfants entrepreneurs sociaux qui s'aideraient mutuellement à développer des projets communautaires. Les adultes ont des réseaux d'affaires, les politiciens ont des partis, les entrepreneurs ont des associations, expliqua-t-elle à ses parents. Pourquoi les enfants avec de grands rêves ne pourraient-ils pas avoir leur propre réseau de soutien? Ainsi naquit le réseau Martha, une organisation nationale qui identifiait, soutenait et connectait les enfants intéressés par les projets sociaux. Sophie en devint la présidente fondatrice à 10 ans. La première réunion nationale du réseau Martha eut lieu au magasin d'origine de la rue Magnolia. 23 enfants âgés de 7 à 15 ans de tout le pays se réunirent pour partager des expériences et planifier des collaborations. Pendant la réunion, Sophie prononça un discours qui serait mémorable pour tous les présents. Vous êtes ici parce que, comme moi, Guinéen, vous croyez que les enfants peuvent faire une différence dans le monde. Nous n'avons pas besoin d'attendre de grandir pour commencer à aider les autres. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent. Nous n'avons pas besoin de pouvoirs spéciaux. Nous avons juste besoin d'amour dans nos cœurs et de la détermination de ne pas abandonner nos rêves. Chacun de vous retournera dans sa ville avec pour mission de prouver que l'âge n'importe pas quand on veut faire le bien. Et quand les adultes douteront de vous, rappelez-vous que vous avez tout un réseau d'amis qui croient en vous et sont prêts à aider. Transformons les États-Unis en un pays où les enfants sont entendus, respectés et soutenus quand ils veulent faire une différence. Créons un pays où chaque enfant sait que ses rêves comptent et peuvent se réaliser. Le discours fut enregistré et devint viral sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un enfant de 10 ans parlant d'autonomisation des enfants et de responsabilité sociale fut vue des millions de fois et inspira des milliers d'enfants à travers le pays. Les universités commencèrent à inviter Sophie à donner des conférences sur l'entrepreneuriat social. Les hommes d'affaires voulaient en savoir plus sur ces méthodes de gestion participative. Les psychologues étudièrent comment elle maintenait humilité et concentration malgré tout le succès. Mais pour Sophie, la reconnaissance externe n'était jamais la chose la plus importante. Sa plus grande satisfaction restait l'après-midi passé au magasin de la rue Magnolia, à discuter avec Mademoiselle Evelyne, à jouer avec les enfants du quartier et à organiser des produits sur les étagères qui avaient autrefois été organisés par les mains de sa grand-mère. « Vous savez pourquoi je ne me lasse jamais de cet endroit ?» dit-elle à Michael lors d'une de leurs visites régulières. « Pourquoi, Sophie? » « Parce qu'ici, je me souviens chaque jour d'où tout a commencé. Je me souviens qu'avant d'être la fille qui a créé un réseau national, j'étais juste une fille qui voulait réaliser le rêve de grand-mère. Et au fond, je suis toujours juste ça. » Michael sourit. En 3 ans de connaissance, Sophie avait grandi physiquement et intellectuellement, mais elle avait gardé la même essence pure et déterminée de la fille qui s'était présentée à son bureau en demandant d'acheter un magasin. « Sophie, puis-je poser une question que j'ai toujours voulu poser? »« Bien sûr, Monsieur Michael. N'avez-vous jamais voulu dépenser l'argent pour vous-même? Des jouets, des vêtements, des voyages, ces choses que les enfants veulent habituellement? » Sophie réfléchit quelques minutes avant de répondre. « Je dépense de l'argent pour moi-même, mais ma façon de m'amuser est de voir d'autres personnes heureuses. Mon jouet préféré est de voir des personnes âgées fières vendre leurs objets artisanaux. Ma tenue préférée est de voir des enfants jouer dans des espaces sécurisés. Mon voyage de rêve est de visiter des communautés qui réalisent leurs propres projets. Et pensez-vous que votre grand-mère serait fière de vous? » Les yeux de Sophie se rempliront de larmes, comme toujours quand elle parlait de sa grand-mère. Je pense qu'elle serait fière non pas de l'argent que j'ai dépensé ou des proquettes que j'ai créées. Je pense qu'elle serait fière parce que j'ai appris la leçon la plus importante qu'elle a essayé de m'enseigner, que le vrai bonheur vient d'aider les autres. Cette nuit-là, quand le magasin ferma, Sophie resta quelques minutes seule comme elle le faisait toujours. Elle regarda le portrait de Martha sur le mur et murmura: « Grand-mère, aujourd'hui marque 3 ans depuis que j'ai acheté notre magasin.
3 ans depuis que j'ai commencé à réaliser tes rêves. Je veux que tu saches que chaque personne qui sourit ici, chaque enfant qui joue ici, chaque personne âgée qui se sent valorisée ici, porte un petit morceau de ton amour. Tu continues à faire une différence à travers moi, à travers Madame Evelyn, à travers tous ceux qui sont touchés par ta gentillesse. Je promets de continuer à prendre soin de tes rêves aussi longtemps que je vivrai. Je promets d'enseigner aux autres enfants qu'ils peuvent aussi faire une différence. Je promets de ne jamais oublier que l'amour est toujours plus important que l'argent. Dehors, Mademoiselle Evelyn regardait par la fenêtre avec un sourire nostalgique. À 68 ans, elle avait vu de nombreux changements dans sa vie, mais elle n'avait jamais été témoin d'une transformation aussi belle que celle qu'une enfant de 7 ans avait provoquée dans sa communauté. Son téléphone sonna. C'était sa petite fille qui vivait dans une autre ville. Grand-mère, j'ai vu en ligne que Sophie va ouvrir un nouveau magasin communautaire ici dans notre ville. C'est vrai? C'est vrai, ma chère. Le réseau Martha s'étend dans tout le pays. Grand-mère, je veux faire partie du projet. J'ai 14 ans et j'ai toujours voulu faire quelque chose pour aider notre communauté. Pensez-vous que Sophie m'accepterait dans l'équipe? Mademoiselle Evelyn sourit, se souvenant d'une conversation récente avec Sophie sur la façon dont l'exemple d'un enfant peut inspirer d'autres enfants à faire aussi une différence. Chère Sophie dit toujours que le réseau Martha existe exactement pour les jeunes comme toi qui veulent transformer les rêves en réalité. Demain, je lui parlerai et organiserai une conversation pour toi. Après avoir raccroché, Madame Evelyn réfléchit à la façon dont l'histoire de Sophie était devenue bien plus que la réalisation du rêve de Martha. C'était devenu un mouvement national d'autonomisation des enfants et de transformation communautaire. Le lendemain matin, Sophie arriva au magasin, comme elle le faisait toujours, mais trouva une surprise l'attendant. Il y avait une file de plus de 100 personnes à la porte, toutes tenant des pancartes et des banderoles de fête. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Gerald, qui ouvrait le magasin. « Surprise » crièrent tous en même temps. Félicitations pour les 3 ans du magasin. La communauté s'était secrètement organisée pour organiser une fête surprise en l'honneur du 3e anniversaire du magasin communautaire. Il y avait des personnes âgées qui vendaient des objets artisanaux au magasin, des enfants qui jouaient dans l'aire de loisirs, des mères qui faisaient leurs courses régulièrement, et même des gens d'autres villes qui avaient été inspirés par le projet. Michael s'approcha de Sophie avec une enveloppe dans les mains. « Sophie, au nom de toute la communauté, nous voulons vous présenter ce certificat de reconnaissance en tant que citoyenne d'honneur de notre ville. Vous avez transformé notre communauté d'une manière qu'aucun adulte n'a jamais réussi à faire. » Le Dr. Elena Sterling rejoignit le groupe. Et j'ai une autre surprise. La Cour de justice de l'État a créé le prix Martha Miller pour les jeunes qui excellent dans les projets sociaux. Vous êtes la première lauréate. Mais la surprise qui émut le plus Sophie fut lorsque ses parents apparurent en portant un tableau encadré. C'était une photo agrandie de Martha souriante avec une plaque où l'on pouvait lire « Martha Miller, la femme dont les rêves ont changé toute une communauté. » « Nous allons accrocher cette photo à l'entrée du magasin, » dit Sarah, « pour que tous ceux qui entrent ici sachent que tout cela a commencé avec les rêves d'une femme spéciale qui n'a jamais cessé de croire en un monde meilleur. » Sophie ne put retenir ses larmes. Voir sa communauté réunie, célébrant non seulement son travail, mais surtout la mémoire et l'héritage de sa grand-mère, fut le cadeau le plus précieux qu'elle pouvait recevoir. « Merci à tous, » dit-elle d'une voix étranglée. Mais ce projet n'a jamais été le mien seulement. Il a été le nôtre à tous. Chaque personne qui a cru, qui a soutenu, qui a participé, qui a acheté un objet artisanal, qui a amené un enfant à jouer ici a fait partie de cette réussite. Grand-mère Martha rêvait d'un endroit où les gens se sentiraient chez eux, où tout le monde serait traité avec respect, où différentes générations pourraient se rencontrer et se soutenir mutuellement. Vous avez réalisé ce rêve, non seulement ici, mais dans des dizaines d'autres communautés. Aujourd'hui, alors que j'ai 10 ans, je peux dire que le meilleur héritage que j'ai reçu
n'est pas l'argent de grand-père Arthur. C'était l'exemple de grand-mère Martha, l'amour de mes parents, l'amitié de Mel Evelyn, la transformation de M. Gerald, la sagesse du Dr. Eleanor, la confiance de M. Michael et l'affection de vous tous. Je promets de continuer à honorer cet héritage pour le reste de ma vie. Je promets de continuer à prouver que l'âge n'importe pas quand on a l'amour dans son cœur et la détermination de faire une différence. Le discours fut interrompu par une ovation qui dura plusieurs minutes. Les gens pleuraient, s'embrassaient, célébraient. Le magasin de la rue Magnolia était devenu bien plus qu'un lieu commercial. C'était le symbole d'une communauté unie et renforcée. Cet après-midi-là, après la fête, Sophie rencontra un groupe de journalistes qui étaient venus couvrir l'anniversaire du magasin. Parmi eux se trouvait un reporter d'un magazine national très connu. « Sophie, notre magazine veut faire un reportage spécial sur vous. Une histoire de couverture sur la fille qui a révolutionné l'entrepreneuriat social aux États-Unis. »« Je peux participer, » répondit Sophie, « mais à une condition. » « Qu'est-ce que c'est? » « L'histoire ne peut pas être seulement sur moi. Elle doit parler de grand-mère Martha, de Madame Evelyn, de Monsieur Gerald, de toute la communauté. Elle doit montrer que la transformation sociale se produit lorsque les gens travaillent ensemble, pas quand une seule personne travaille seule. » La journaliste fut impressionnée par la maturité de la réponse. « Nous sommes d'accord, mais n'êtes-vous pas curieuse de connaître la portée nationale de votre travail? Des enfants de tout le pays créent des projets inspirés par votre exemple. » Les yeux de Sophie étincelèrent. « Puis-je rencontrer certains de ces enfants? » « Bien sûr. En fait, nous aimerions vous proposer quelque chose de spécial. Que diriez-vous de faire un voyage à travers le pays en visitant des projets créés par des enfants inspirés par vous? Ce serait un reportage sérieux sur la nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux américains. » Sophie s'enthousiasma à l'idée, mais sa première préoccupation fut pratique. « Puis-je emmener Mademoiselle Evelyn avec moi? Elle en sait beaucoup plus sur la gestion communautaire que moi, et il serait injuste de voyager sans elle. » La générosité de Sophie à toujours inclure les autres dans ses opportunités était devenue l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Même au centre de l'attention, elle tenait toujours à partager la vedette avec ceux qui l'avaient aidée. Le voyage fut planifié pour les vacances scolaires. Sophie, Mademoiselle Evelyn et une équipe de journalistes visiteraient 10 États, découvrant des projets créés par des enfants inspirés par l'histoire du magasin communautaire. Avant le voyage, Sophie organisa une réunion avec toute son équipe au magasin de la rue Magnolia. « Je serai absente pendant un mois, dit-elle. Je vous fais confiance à tous pour prendre soin de tout ici. Monsieur Gerald sera le gérant en charge. Madame Evelyn supervisera les objets artisanaux par vidéoconférence. Mes parents s'occuperont de la partie administrative. Le Dr. Eleanor résoudra les questions juridiques et M. Michael suivra les finances. » Sophie dit, « Gerald, n'avez-vous pas peur de laisser tout cela entre nos mains si longtemps? » « Peur, M. Gerald, vous êtes les personnes en qui j'ai le plus confiance au monde. Ce magasin n'est pas ma propriété privée. C'est notre projet commun. Je suis sûr qu'à mon retour, je trouverai tout fonctionner encore mieux que quand je suis parti. » La confiance de Sophie en son équipe reflétait sa philosophie de leadership collaboratif. À 10 ans, elle avait appris que les vrais leaders ne contrôlent pas tout, mais donnent le pouvoir aux autres pour faire leur meilleur travail. Le premier arrêt du voyage fut dans une petite ville de l'Ohio, où une fille de 8 ans nommée Lily avait créé une coopérative de sucreries maison gérée par des femmes de la communauté. « Sophie !» cria Lily en voyant son inspiration arriver. « Je n'arrive pas à croire que vous êtes vraiment d'ici. »« Lily, j'ai entendu parler de votre coopérative et j'ai été impressionné. Pouvez-vous me montrer comment ça marche? » Lily emmena Sophie voir la cuisine communautaire où 15 femmes produisaient des sucreries traditionnelles de l'Ohio. Le projet avait commencé lorsque Lily avait remarqué que de nombreuses mères de son quartier savaient faire de délicieuses sucreries, mais n'avaient aucun moyen de les vendre. « J'ai demandé à mon père de m'aider à louer cette cuisine et à acheter le matériel, » expliqua Lily.
Maintenant, les tantes du quartier font les sucreries ici et j'aide à les vendre à l'école, à l'église, au festival de la ville. Et comment avez-vous appris les coopératives? Demanda mademoiselle Evelyn, impressionnée par la sophistication du projet. J'ai fait des recherches en ligne. J'ai vu que Sophie parlait toujours de travailler ensemble. Alors j'ai cherché comment les gens peuvent travailler ensemble de manière organisée. J'ai découvert les coopératives et j'ai pensé que c'était parfait pour notre projet. Sophie fut émue de voir comment Lily avait adapté les principes du magasin communautaire aux besoins spécifiques de sa région. La coopérative n'était pas une copie du projet original, mais une évolution créative basée sur les mêmes valeurs. Lily, vous m'avez appris quelque chose de très important aujourd'hui, dit Sophie. Quoi? Que chaque communauté trouve sa propre façon de faire le bien. Vous avez pris l'idée de base de gens travaillant ensemble et avez créé quelque chose de complètement nouveau. C'est incroyable. Pendant la visite, Sophie rencontra également d'autres enfants de la région qui avaient créé des projets inspirés par l'histoire de Lily. Un garçon de 9 ans avait organisé un club de lecture pour les enfants qui n'avaient pas de livres à la maison. Une fille de 11 ans avait convaincu les commerçants locaux de créer un programme de réduction pour les familles à faible revenu. C'est comme si une étincelle s'était propagée, observa Madame Evelyn. Un enfant en inspire un autre, qui en inspire un autre, et ainsi cela grandit. Le deuxième arrêt fut à la Nouvelle-Orléans, où un garçon de 12 ans nommé Caleb avait créé un projet musical pour les enfants des quartiers défavorisés. Caleb avait vu un reportage sur Sophie à la télévision et avait décidé qu'il voulait aussi faire une différence dans sa communauté. « Ma passion, c'est la musique », expliqua Caleb à Sophie. « Mais beaucoup d'enfants ici n'ont jamais eu la chance d'apprendre un instrument. Alors, j'ai créé un projet où des musiciens locaux enseignent gratuitement en échange de mon aide pour organiser des spectacles pour eux. » Le projet de Caleb avait transformé un espace abandonné en une école de musique communautaire. 50 enfants apprenaient la guitare, la batterie, le clavier et le chant auprès de professionnels qui faisaient du bénévolat quelques heures par semaine. Caleb, comment avez-vous réussi à convaincre les musiciens de participer? Demanda Sophie. C'était difficile au début. Beaucoup pensaient qu'un enfant ne pouvait pas gérer l'organisation. Mais ensuite, je leur ai montré un plan sur la façon dont je pouvais les aider à obtenir plus de travail en organisant des fêtes et des événements. Quand ils ont vu que c'était bon pour tout le monde, ils ont commencé à se joindre. Pendant la visite, Caleb organisa un spectacle spécial où les enfants du projet interprétèrent les chansons qu'ils avaient apprises. Sophie fut émue, voyant comment la musique avait changé la vie de ses enfants, leur donnant une forme d'expression positive et un sentiment d'avenir. Caleb, votre projet m'a appris que faire une différence ne se limite pas à l'argent ou aux affaires, dit Sophie après le spectacle. Il s'agit de découvrir ce que vous aimez et de trouver un moyen d'utiliser cela pour aider les autres. Le troisième arrêt fut au Texas, où des jumelles de 9 ans, Mia et Chloé, avaient créé un jardin communautaire sur un terrain vague de leur quartier. Les filles avaient été inspirées par l'histoire de Sophie pour convaincre le conseil municipal local de fournir le terrain et d'aider avec des graines et des outils. Notre quartier n'avait même pas de légumes frais à acheter, expliqua Mia. Tout venait de loin et coûtait trop cher. Puis nous avons vu votre histoire en ligne et nous nous sommes dit que si Sophie a réussi à acheter un magasin, nous pouvons planter un jardin, ajouta Chloé. Le jardin des jumelles était devenu un modèle d'agriculture urbaine communautaire. 20 familles participaient au projet, chacune responsable d'une parcelle, mais toutes partageant les outils, les connaissances et les récoltes. Le meilleur, dit Mia, c'est que maintenant les voisins se connaissent et s'entraident. Avant, tout le monde restait enfermé dans sa maison. Maintenant, tout le monde se réunit ici dans le jardin pour parler et échanger des idées. Sophie fut impressionnée par la façon dont les jumelles avaient créé non seulement un projet d'agriculture urbaine,
mais aussi un espace de rassemblement communautaire. Le jardin était devenu le cœur social du quartier. Mia et Chloé, vous m'avez appris que la transformation communautaire peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de planter une graine, dit Sophie, et que lorsque les gens travaillent dans la terre ensemble, ils développent aussi des racines d'amitié. Chaque étape du voyage révéla une nouvelle facette du mouvement qui avait été inspirée par l'histoire de Sophie. À New York, elle rencontra un garçon qui avait créé une bibliothèque communautaire dans un bidonville. En Floride, elle visita une fille qui organisait un programme de recyclage géré par des enfants. En Alaska, elle apprit l'existence d'un projet où des enfants indigènes enseignaient l'artisanat traditionnel aux touristes, générant des revenus pour leur communauté. Madame Evelyn, dit Sophie pendant le vol de retour, chaque enfant que nous avons rencontré m'a appris quelque chose de nouveau sur la façon de faire une différence. Qu'avez-vous appris, ma chère? J'ai appris qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'aider les autres. Chaque personne trouve sa propre voie en fonction de ce qu'elle aime, de ce dont sa communauté a besoin et de ce qu'elle a à offrir. J'ai aussi appris que mon histoire n'est pas spéciale parce que j'ai acheté un magasin. Elle est spéciale parce qu'elle a inspiré d'autres enfants à croire qu'eux aussi peuvent faire une différence, chacun à leur manière. Et j'ai appris que grand-mère Martha n'a pas seulement rêvé d'un magasin. Elle a rêvé d'un monde où les gens s'entraident, où les enfants sont entendus et respectés, où les communautés sont unies et fortes. Et ce rêve se répand dans tous les États-Unis. Mademoiselle Evelyn sourit, émue par la maturité et la sagesse de Sophie. Votre grand-mère serait si fière de voir comment son rêve s'est multiplié et s'est répandu. Vous n'avez pas seulement réalisé le rêve de Martha, vous l'avez transformé en un mouvement national. À leur retour dans leur ville, Sophie trouva le magasin de la rue Magnolia fonctionnant parfaitement. Gerald avait mis en œuvre quelques améliorations dans l'organisation des produits. Ses parents avaient étendu les programmes éducatifs. Toute l'équipe avait travaillé avec dévouement pendant son absence. Comment s'est passé le voyage? Demanda Michael dès qu'il entendit que Sophie était revenue. Incroyable. J'ai rencontré des dizaines d'enfants qui faisaient des projets merveilleux. Et vous savez ce qui m'a le plus frappé? Quoi? Aucun d'eux ne copiait mon projet. Ils créaient tous leurs propres projets, utilisant leur propre passion et talent pour aider leur communauté. C'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. L'histoire du voyage fut publiée sous forme de série spéciale dans le magazine national. Les histoires des jeunes entrepreneurs sociaux inspirèrent des milliers de lecteurs à travers le pays. Le mouvement lancé par Sophie était officiellement devenu un phénomène national. Les universités commencèrent à étudier l'effet Sophie, comment l'histoire d'un enfant avait inspiré toute une génération de jeunes entrepreneurs sociaux. Les psychologues firent des recherches sur les facteurs qui permirent à Sophie de maintenir humilité et concentration malgré tout le succès. Les éducateurs développèrent des programmes basés sur les principes d'autonomisation des enfants qu'elle démontra. Mais pour Sophie, la reconnaissance externe n'était jamais la chose la plus importante. Sa plus grande satisfaction restait les lettres qu'elle recevait chaque semaine d'enfants lui parlant de leurs propres projets. C'était dans les invitations aux ouvertures de nouvelles initiatives communautaires créées par des jeunes. C'était dans la certitude qu'elle avait contribué à créer un mouvement qui continuerait de croître bien au-delà de sa participation individuelle. « Vous savez quelle est ma plus grande fierté? » dit-elle à ses parents lors d'un dîner un jeudi ordinaire. « Quoi, chérie? C'est de savoir que si j'arrêtais tout mon travail demain, le mouvement continuerait. Il y a des centaines d'enfants à travers les États-Unis qui font des projets incroyables. Et ils n'ont pas besoin de moi pour continuer. Ils ont appris qu'ils peuvent faire une différence par eux-mêmes. « Ça ne te rend pas triste? » demanda Sarah, « de savoir que tu n'es plus indispensable? » « Ça me rend heureuse, » répondit Sophie avec un sourire radieux, « parce que cela signifie que j'ai réussi à enseigner ce que grand-mère Martha m'a appris, que faire le bien est contagieux. Une personne aide une autre, qui aide une autre, et ainsi cela se répand dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. » Cette nuit-là, avant de se coucher, Sophie ouvrit son journal et écrivit
Cher journal, aujourd'hui marque 4 ans depuis que j'ai acheté le magasin de grand-mère. 4 ans depuis que j'ai commencé à réaliser son rêve. Mais j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quand on réalise un rêve avec amour, il ne se termine pas. Il se transforme en une graine pour d'autres rêves qui grandissent dans d'autres cœurs, qui se répandent dans d'autres endroits. Grand-mère Martha rêvait d'un magasin où les gens seraient heureux. Aujourd'hui, nous avons des centaines de projets à travers les États-Unis où des enfants rendent les gens heureux, chacun à leur manière. Le rêve de grand-mère s'est multiplié et est devenu bien plus que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'ai appris que le vrai succès n'est pas combien d'argent vous avez, combien de personnes vous connaissez ou combien de prix vous gagnez. Le vrai succès est combien d'autres personnes vous inspirez à faire aussi le bien. C'est combien de sourires vous pouvez créer, combien de rêves vous aidez à se réaliser, combien de communautés vous aidez à devenir plus unies. Merci, grand-mère Martha, de m'avoir appris que l'amour multiplié est toujours mieux que l'argent économisé. Merci de m'avoir montré qu'un enfant peut aussi changer le monde tant qu'il a le courage d'essayer et de bonnes personnes pour l'aider en chemin. Je promets de continuer à honorer ton héritage. Mais maintenant, je sais que je n'ai pas à le faire seul. Il y a toute une génération d'enfants qui font la même promesse. Chacun dans sa propre ville, chacun avec ses propres rêves de faire le bien. Et ainsi, la fille qui fut autrefois ridiculisée pour avoir voulu acheter un magasin continua de prouver qu'aucun rêve n'est impossible quand on a l'amour dans son cœur, la détermination dans son âme et la sagesse de savoir que faire le bien est toujours mieux quand c'est fait ensemble avec d'autres personnes. Fin de l'histoire. Ceci était une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous que les enfants peuvent faire une différence? Quelle partie vous a le plus ému? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes.